Bonjour, tu m'entends? Bonjour. Oui, tu m'entends? Ça va? Oui, oui, c'est bon, je vous entends. Ok, top. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Et ça va, les cours, ton chapitre là que vous avez commencé, tu comprends? Ça va? Oui, oui, ça va. Ok, bon, c'est pas très compliqué. Enfin, on va faire des révisions sur le chapitre d'avant et on va commencer le nouveau. Bon, le nouveau, ça va, t'as pas vu encore trop de choses. Par contre, le dernier, je trouve qu'il est un peu plus compliqué parce que les notions à connaître sur les hormones et tout, il faut les connaître par cœur, tu vois. Il faut bien comprendre. Donc, voilà. Alors, du coup, tu vois mon écran. Oui, Alors, ça, on n'avait pas eu le temps de le faire la semaine dernière. Je te l'envoie sur le groupe. Et donc, je t'ai préparé des questions. C'est une vidéo. Et donc, tu vas la regarder et répondre à cette question-là. Et après, quand tu as fini, on corrige ensemble, OK? ok. C'est quoi les perturbateurs endocriniens? Banane, chlordécone, composé polybromé, bisphénol A. Les perturbateurs endocriniens portent des noms très compliqués, mais ils sont présents sous forme de molécules dans tout un tas de produits très simples qu'on utilise tous les jours. Genre ça ou ça. En gros, partent de molécules dans tout un tas de produits très simples qu'on utilise tous les jours. Genre ça ou ça. En gros, partout. Ils servent par exemple à durcir le plastique, empêcher le vernis à ongles de craquer ou protéger les plantes des insectes. Mais le problème, c'est que, comme leur nom l'indique, les perturbateurs endocriniens perturbent.
Et plus précisément, il perturbe le système hormonal des gens. Du coup, pour comprendre ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, il faut déjà comprendre ce que c'est une hormone. Pour faire simple, une hormone, c'est une substance chimique fabriquée par une glande, comme l'hypophyse. La thyroïde ou les ovaires. Ensuite, l'hormone circule dans le sang et vient stimuler différents organes du corps pour leur faire des choses. Et ce sont ces stimuli qui régulent entre autres la croissance, la puberté, la température corporelle, la faim. Ensuite, l'hormone circule dans le sang et vient stimuler différents organes du corps. Pour leur faire des choses. Et ce sont ces stimuli qui régulent entre autres la croissance, qui régulent entre autres la croissance, la puberté, la température corporelle, la faim, le sommeil. La libido. Et alors du coup, comment les perturbateurs endocriniens s'y prennent-ils pour perturber? Eh bien, ils utilisent deux méthodes. Soit ils se font passer pour des hormones et en profitent pour envoyer aux organes des stimuli qui ne sont pas les bons, ou alors ils empêchent les hormones d'accéder aux organes sur lesquels elles sont censées influer. Mais alors, pourquoi ces perturbations posent-elles problème? Eh bien, parce qu'elles sont soupçonnées de provoquer des cancers du sein, des testicules, des ovaires, de la prostate, mais aussi le diabète, l'obésité ou encore la fabrication de spermatozoïdes de mauvaise qualité. Ces maladies sont liées au système hormonal, lui-même perturbé par les perturbateurs. En plus, les perturbateurs endocriniens sont vicieux à deux égards. D'une part, ils sont nocifs même à très petite dose, et d'autre part, ils sont coriaces. Une fois rejetés dans l'environnement, ils survivent assez longtemps. Résultat, sans le savoir, on peut en toucher, en avaler, même en respirer.
C'est bon? Oui. Ok, alors, voyons ce que tu as trouvé pour les réponses. Du coup, pour la une. Tu as trouvé des exemples de rôles pour les Euh, perturbateurs endocriniens? j'ai trouvé le plastique. Hmm. Et le rôle pour le plastique, c'est quoi? C'est dans le plastique, mais ça a un rôle. C'est utilisé pour faire quelque chose. Ah, pour le durcir, je crois, non? J'ai oublié. Ouais, c'est ça. Donc pour durcir le plastique. Ok. Un autre? Après, j'ai vu dans le vernis, je crois, Ouais, pour éviter que... que ça craque. Mhm. Oui. Ok. Et Euh, c'est utilisé aussi comme insecticide. oui. Ok. Ok, c'est bon pour celle-là. Donc, finalement, c'est quoi un perturbateur endocrinien? Il l'a dit assez au début. Euh, c'est une substance chimique, je crois, Ouais. qui peut imiter et bloquer l'action des hormones. Ok, donc qui perturbe le système hormonal, quoi. Oui. D'où le nom, système hormonal des gens, des humains. Ok. Donc une hormone, tu avais une définition dans ton cours d'un rappel de collège. Donc c'est quoi une hormone? C'est une substance chimique fabriquée par une glande. Ouais. Donc une molécule ou substance chimique, oui, fabriquée par une glande endocrine, donc dans le corps, qui fait quelque chose, non? Déjà, elle est produite et après, elle fait quoi? Elle va où? Euh, Elle va dans le sang, elle circule dans le sang. Ouais, donc transportée dans le sang et qui agit Différents organes du corps. sur des cellules cibles même, dans différents organes, oui, t'as raison. Sur des cellules cibles pour provoquer une, euh, une réaction spécifique de ces cellules-là. Ok. Alors, du coup, des exemples de glandes dans le corps, il y en a plein, plein. Il a donné trois exemples, je crois. Oui, hypophyse, thyroïde et ovaire. Ouais. Et tu as un autre exemple peut-être? Euh, Si on parle d'ovaires, chez les garçons, c'est quoi? les testicules. Ouais, les testicules, c'est aussi des glandes et aussi le pancréas. Voilà, c'est un exemple. Donc, les deux méthodes utilisées par les perturbateurs, Euh, t'avais trouvé? j'ai vu blocage et imitation. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, soit ils vont
imiter les hormones du corps, donc envoyer des mauvais signaux, ou soit, Bloqué. euh, oui, donc soit empêcher l'attachement, en gros, des hormones à leurs cellules cibles. Ok, donc pourquoi ils sont dangereux? Euh, Parce qu'ils peuvent provoquer des cancers. Ouais, ils sont soupçonnés de provoquer des cancers. Donc, cancer de quoi, par exemple? J'ai vu du sang, Ouais, de la prostate. Ouais, je pense que c'est ça. ouais, ouais. Euh, des cancers du sein, prostate, des ovaires et des testicules. Ok, etc. Et aussi d'être responsable du diabète, de l'obésité et de spermatozoïdes défectueux. Ok. Alors, ils sont dangereux seulement à de grandes quantités, vrai ou faux, tu crois? C'est faux. C'est faux. Même à faible quantité, ils peuvent être dangereux. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est faux. Ok, très bien. Alors, du coup, on va aller à la page 220 du manuel et on va faire tous les exos. Enfin, ouais. L'exercice 1, il va être rapide. Donc, tu l'as trouvé, c'est le QCM, là. Il y a 5 questions. Euh, Page 220. Oui, c'est bon. Ok. Alors, pour la une, du coup, le gène SRY, est-ce Euh, que c'est... Ouais. et est présent, non, est porté par le chromosome I. Non, c'est pas ça. Est présent en un exemplaire seulement chez les hommes. Ouais, parce qu'il est présent sur un autre chromosome, lequel? Y. Ouais. Donc, pour l'exercice 1, la 1, c'est la question C, la réponse C, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en fait, le SRY, il est sur le chromosome Y. Ok, très bien. Alors, la 2, le sexe féminin gonadique est déterminé par, justement, L'absence du gène SRY. et la présence de déterminants génétiques. Donc, c'est la C, Oui. c'est ça. Ensuite, les cellules reproductrices de l'appareil reproducteur masculin sont les cellules reproductrices. C'est facile. C'est la D. Ouais, les spermatozoïdes. Et rappel, pour les cellules de Leydig, c'est quoi? Tu te rappelles ou pas? Non. Les cellules de Leydig, c'est les cellules qui sont dans les tubes séminifères, dans les testicules, et qui nourrissent en gros les spermatozoïdes pour qu'ils grandissent bien. Non, les cellules ça, c'est les cellules de Sertoli. Et les cellules de Leydig, c'est les cellules qui produisent la testostérone dans les testicules. Ok. Ok, donc, de toute façon, on va le revoir après. Alors, la 4 du coup, D'accord. ça va être facile. Donc, déjà, tu as un follicule secondaire. Donc, c'est quoi un follicule? C'est présent chez la femme. Oui. Ok?
Donc, c'est la B. Ouais, c'est la B. Parce que les autres, il n'y a que des. Enfin, t'as au moins une réponse d'une cellule masculine, là. Celle de Leydig, Sertoli, spermatozoïdes et tout ça, c'est chez les hommes, donc c'est pas possible. Donc oui, c'est la B. Ok. Et la dernière? C'est la D. Ouais. La progestérone, c'est chez les filles. Le gène, il est déjà activé. Un ralentissement, c'est faux. C'est plutôt une activation, du coup, de l'activité du cerveau, et c'est la D. Ok, très bien. Ok, alors, pour la question, l'exercice 2, le vrai ou faux, essaye de trouver la réponse correcte, ou la fausse plutôt. La première, c'est... La première, c'est la production d'ovocytes est continue à partir de la puberté. C'est faux. C'est faux, oui. Pourquoi? Euh, Parce que la production d'ovocytes, elle est finie à la naissance. C'est ça. C'est la... Donc la réserve d'ovocytes, elle est créée pendant la vie fœtale, c'est ça. Donc il n'y a pas de production continue. Mais par contre, à partir de la puberté, c'est quoi qui se passe? Par cycle, tu as des cycles de maturation d'ovocytes. Du coup, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas la production qui est continue, c'est la maturation qui est continue, mais qui est faite par cycle à partir de la puberté. Ok. Alors, du coup, on était où? L'exercice 3. Ça va assez vite fait, ces exercices. Bah, du coup, pareil, c'est un vrai ou faux, et il faut trouver la fausse. Oui. Voilà. C'est la C. C'est la C. Parce qu'ils deviennent fonctionnels à la puberté. Ouais, exact. C'est ça. Alors, du coup, j'aimerais bien qu'on fasse l'exercice 4 que tu essayes de faire les phrases là. Normalement, ça va aller vite. Parce que là, j'ai l'impression que tu as bien saisi. C'est à la puberté, la testostérone provoque l'apparition des caractères sexuels secondaires chez les hommes. Ouais, c'est ça. Parfait. C'est la testostérone, c'est la production de testostérone. Enfin, oui, c'est la testostérone qui est responsable. Deuxième. Chez les femmes, les oestrogènes sont produits
par le follicule Ouais, et la progestérone par le corps jaune. ouais, sont produits par... Alors, par les follicules en croissance. Euh, ouais. Alors, chez les femmes, les oestrogènes sont produits par les follicules en croissance. À quel moment du cycle? Pendant les 14 premiers jours. Les 14 premiers jours du cycle. Puis après, le corps jaune, il apparaît quand déjà? Euh, Le corps jaune, il apparaît parce que tu as un follicule qui a cassé, en gros, et qui a expulsé l'ovocyte. Du coup, c'est l'ovulation. Donc après l'ovulation, tu as le corps jaune qui se met en place et qui produit de la progestérone pour préparer la muqueuse utérine à une grossesse éventuelle. Ok, donc c'est ça. Ok, donc pour le dernier. Pour le dernier, le gène SRY permet de faire permet la différenciation des gonades en testicules. Oui, correct. Donc c'est le gène SRY qui permet la différenciation des gonades en testicules. Ok, très bien. Alors, du coup, ça c'était pour ce chapitre. Et pour le nouveau chapitre, du coup, on va faire l'activité page 240. Euh, le contrôle du fonctionnement des gonades, ça s'appelle. Activité 1. Du coup, on va regarder que les trois premiers docs. Je crois qu'il y a après, il y a jusqu'au doc 7, mais on va faire que les premiers. Et tu as normalement trois questions. Donc, on va faire ça. Ok. Alors, du coup, tu regardes un peu les docs. Et puis, Oui, pendant 5 minutes, et après, on va faire les questions. ok.
C'est bon, t'as pu regarder un peu? Euh, Est-ce qu'en cours, vous faites des graphiques, pas souvent. genre à la main? À la main, presque jamais. Ok. Ok. Bon, alors du coup, pour l'activité, de toute façon, ça va pas être très compliqué. Alors, du coup, pour le doc 1, la question 1, c'est identifier les hormones produites par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Normalement, ça, de toute façon, tu l'as déjà vu dans le chapitre qu'on vient de réviser. Oui. Donc, ok. Alors, du coup, c'est quoi les hormones produites? Et Alors, déjà, l'hormone produite par l'hypothalamus, d'abord. Donc, déjà, tu as deux organes, en gros, enfin, tu as deux parties dans cet organe, l'hypothalamus et l'hypophyse, et les deux produisent des hormones différentes. Donc, déjà, l'hypothalamus, d'abord, il produit quoi? euh, le GNRH, Ouais, produit la GnRH, ok. Et l'hypophyse, l'hypophyse produit deux hormones, neurohormones en fait. Donc, l'hypophyse produit quoi? et le LH et le FSH. Ouais. L'hypophyse produit des hormones sexuelles. Donc ça, c'est les hormones sexuelles. L'autre, c'est pas une hormone sexuelle. C'est juste une neurohormone qui stimule l'hypophyse. Ok, donc la question 2 justement. Déterminer le lien entre la GnRH et les hormones hypophysaires. Donc normalement, tu es censé utiliser les docs 2 et 3. Alors tiens, c'est bien, on va faire la description du doc 2. Enfin, tu vas la faire. Donc, est-ce que tu as compris là le doc 2? Après, tu as une définition dans le vocabulaire pour l'hypogonadisme. Euh,
Donc, comment on fait la description d'un document déjà? Euh, Premièrement, présentation du doc. Donc, c'est quoi? C'est quoi en c'est gros? c'est un tableau. C'est un tableau. Tableau qui montre la concentration d'hormones hypophysaires chez un homme témoin et chez un homme adulte souffrant d'hypogonadisme et qui présente une inactivation du récepteur à la GnRH. Donc déjà, avant même de regarder les valeurs, bah, tu peux deviner ce qui va se passer si tu as un homme adulte qui a un développement faible des gonades et qui a une inactivation du récepteur à la GnRH. S'il a une inactivation du récepteur à la GnRH, ça veut dire quoi? Le récepteur de la GnRH, il est où déjà? La GnRH, c'est l'hormone produite par l'hypothalamus qui Oui, agit sur... Euh, c'est oui, oui, c'est pour, les- Ça agit sur quoi? Je t'ai pas entendu. euh, La GnRH, on l'a dit il a- dans la il- question 1. ouais, il agit sur l'hypophyse, par exemple. Voilà. Donc, si tu as une inactivation du récepteur à la GnRH, l'hypophyse ne peut plus capter la GnRH, en gros. Oui, Et quand l'hypophyse reçoit le signal de la GnRH, il fait quoi? En gros, l'ordre, c'est quoi? Hypothalamus. oui, Donc, attends. Donc, l'ordre, c'est hypothalamus qui envoie son signal à l'hypophyse. Et après, l'hypophyse, qu'est-ce qu'il fait? L'hypophyse produit quoi? euh, il produit la LH et la FSH. Voilà. Donc, c'est ce signal-là de la GnRH qui fait que l'hypophyse produit LH-FSH. Donc, sans lui, là, il n'y a pas de production. Donc, c'est pour ça. Donc, on reprend. La question, c'était, si tu vois ce doc, même avant de regarder les valeurs dans le tableau, le gars, il a un développement anormalement faible des gonades et pas de récepteur pour la GnRH. Donc, en gros, il aura pas de réception à la GnRH dans l'hypophyse. Donc, si l'hypophyse ne reçoit pas de GnRH, il se passe quoi? Bah, il y a pas de stimulation. Il n'y a pas de production de LH-FSH. Oui, Et LH-FSH, ça stimule euh, le les développement des gonades. Voilà, c'est ça. Donc, document 2. Dans le cas du syndrome de Kalman, des mesures similaires sont faites, mais c'est la production de... Ok, ça, on s'en fout. Donc, conclusion, dans le tableau, euh,
Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, décris-moi ce qui se passe dans le tableau là. Euh, le taux de LH. Oui. La concentration de LH d'un témoin, elle est de 1,8. Ouais. Mu. Et celle d'un patient, elle est de 0,1. Le patient, c'est qui? C'est un homme adulte souffrant Voilà, d'hypogonadisme. c'est ça. Donc ton patient, il a euh, une inactivation du récepteur à la GnRH, ce qui fait que il n'a pas de production de LH et FSH de l'hypophyse, donc il a de l'hypogonadisme. Tu vois, l'ordre, parce que pour que les gonades se développent, il faut LH et FSH qui se développent à la puberté quand le cerveau il se met en route, en gros. Donc, ok. Et la question, c'était déterminer le lien entre GnRH et les hormones hypophysaires. Bah ça, on sait déjà, c'est que... Alors oui, donc dans le doc 3 maintenant, si on regarde la coupe de l'hypophyse avec des marquages du récepteur de la GnRH en marron, il te montre juste que dans l'hypophyse, t'as toutes ces cellules-là qui sont en marron, c'est les récepteurs à la GnRH. Et ça, c'est une toute petite coupe de l'organe. Donc ça veut dire que tu as presque environ 50% de l'organe qui reçoit des, de la stimulation de l'hypothalamus, de la GnRH. Donc en gros, bah, si tu n'as plus de récepteur, bah, tu n'as plus aucune réponse, quoi. Mm. Conclusion, la question qui est déterminer le lien entre la GnRH et les hormones hypophysaires, bah, c'est que la GnRH détermine la sécrétion des hormones. En gros, la sécrétion des hormones hypophysaires en stimulant l'hypophyse pour qu'il produise et relâche les hormones LH et FSH. Ok. Alors, pour la question 3, alors c'est un schéma bilan. Normalement, tu as déjà fait un schéma bilan très similaire dans le chapitre précédent qui relie le complexe hypothalamo-hypophysaire avec euh, les testicules et les ovaires, avec les hormones qui ont des actions sur les différents organes. Donc, on va refaire. En fait, on peut compléter celui-là là. Donc, la question 3 en gros. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà là c'est bon. Le début, hypothalamus qui relâche GnRH, qui stimule l'hypophyse, c'est bon. Ensuite, on va juste effacer ça. Donc, l'hypophyse, on est d'accord, produit LH et FSH dans des organes différents. Euh, alors,
Par exemple, on va commencer par les testicules. Là, hop. Si tu arrives là, dans les testicules, la LH, par exemple, elle agit sur quoi dans les testicules? Tu as les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, Donc, par exemple, les cellules de Sertoli, on a dit, ça servait à quoi? C'est les cellules euh, dans les tubes séminifères qui aident à la production des spermatozoïdes. Oui. Donc, ok, ça c'est en fait FSH qui va stimuler les cellules de Sertoli euh, pour produire les spermatozoïdes. Ok. LH, du coup, LH, tu penses qu'il va agir sur quoi? Bah, les cellules de Leydig. Ouais. Donc, LH agit sur les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig, elles produisent quoi? Une hormone. Encore. L'hormone masculine, c'est laquelle? Euh, la testostérone. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les testicules. Alors, moyen mémotechnique pour savoir ce qui se passe dans les ovaires. En gros, FSH, l'hormone FSH, elle a une fonction de nutrition, en gros, où elle aide à la production, ok? Donc, dans les ovaires, FSH, elle va agir sur un truc qui grandit, qui est... Qu'est-ce qui grandit dans les ovaires chaque mois? Euh, Les follicules. ah oui. Donc, FSH, elle va aider, enfin, elle va agir sur le follicule euh, pour la stimulation de son développement, en gros. Donc, FSH dans les ovaires agit sur le follicule, stimulation du développement, et FSH dans les testicules, stimulation des spermatozoïdes. Donc, tu vois, c'est la même fonction dans les deux. Et du coup, LH, Euh, euh, ouais. Donc, tu as le follicule qui grandit, et dès qu'il est prêt, qu'est-ce qui se passe? euh, bah, c'est un follicule mûr après. Et après, il se passe un truc, il sort, il Oui, est c'est relâché, non? l'ovulation. Voilà, c'est ça. C'est l'ovulation. Donc, la LH stimule l'ovulation et l'apparition du corps jaune. Hop, et le corps jaune va produire de la progestérone. Lui, il produit de la progestérone. Ok, ok, très bien. Tu as déjà eu un contrôle sur le chapitre d'avant? Oui, mais c'est un petit contrôle sur 5. Ok, et ça va? T'as réussi? Oui, j'ai eu 4,75 sur 5. Ok, top. Donc, voilà. Donc, l'hypophyse, il produit les deux.
LH plus FSH. Et vraiment, l'important, c'est que sans stimulation de ça, là, de l'hypothalamus, de la GNRH, il se passe rien. Oui, D'où oups, d'où l'hypogonadisme du gars dans l'activité. Ok, bon, c'est bon pour aujourd'hui. Du coup, je vais t'envoyer ça. Et t'as un contrôle prochainement ou pas? non, je crois pas. Je pense pas. Bon, pas encore, mais je pense que tu vas sûrement avoir un contrôle sur les deux parce que les deux sont reliés, tu vois, les deux chapitres. Peut-être. Bon, en tout cas, tu me diras. Ok, D'accord. c'est tout pour aujourd'hui. Donc, bon samedi et à la semaine prochaine. Merci à vous aussi. Merci.